C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. En face, c'est Paris-Rhône, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la faute ou pas? C'est une fiotte. C'est une Europe. Voilà. Mais c'est sur Sud Radio, grand couillon, évidemment. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix du foot. Tiens, on va commencer par parler de nos chroniqueurs avant de faire le sommaire avec Guy Carlier. Salut Guy, en forme? Écoutez, ça va bien. Bonjour à tous. En pleine forme même, hein. Ça se voit. Heureux d'être là. Oh réciproquement. Emmanuel Galasso, en forme? Bonsoir Philippe, en petite forme, j'ai un petit rhume mais rien de grave, je suis avec vous, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est parfait. Et puis après, j'ai décidé de les baptiser le clan des Bordelais, comme il y avait le clan des Siciliens. C'est très juste. Maxime Sénat et Quentin Fredon. Ça fait moins peur que le clan des Siciliens quand même. Bonsoir Philippe. Je sais pas, si vous les comparez, tu peux les comparer à Gabin ou à Ventura ou à Alain Delon. Touche pas à mon cannelé. Comment la mafia à Bordeaux en ce moment. Touche pas à mon cannelé. Et ils sont en forme, ça va les gars? Tout va bien. En forme, malgré la défaite des Girondins, nous sommes toujours premiers à un point d'avance sur Saint-Malo. Le tout, c'est de finir premier. Belle défaite, faut noter quand même 4-3. Oui, alors là. 4-3 avec 7 buts, c'est bien. Au menu de ces vraies voix du foot, on va commencer par parler de Ligue 1 avec deux places fortes du football français qui sont en grand danger. On pense évidemment aux deux équipes phares des années 70, Saint-Etienne et Nantes. Les Nantais en ont pris 7 à Monaco. Les Stéphanois en ont pris 5 à Marseille. Et on se dit qu'on les voit descendre à toute vitesse et que ça donne peut-être de l'espoir à des équipes comme Montpellier ou Le Havre qu'on avait peut-être enterré un peu vite. Ensuite, on va partir du côté de Benfica parce que ce soir, il y a Benfica Monaco. Match retour malheureusement perdu au Stade Louis II par les Monégasques. Match aller, oui, perdu 1-0. Et c'est un de nos votes sur Twitter. Qu'est-ce que ça dit sur Twitter? Est-ce que pour vous, Benfica, Monaco, peut réaliser l'exploit au Stadio d'Alouche? Je pense que ça va être un peu compliqué globalement. Alors non parce que selon nos auditeurs, donc à la question est-ce que Monaco peut se qualifier, vous avez répondu à 56% non. Écoutez, on va essayer d'inverser la vapeur. C'est toujours bon pour les points UEFA. On continuera dans la troisième partie par faire un bilan global de la Ligue des Champions parce qu'il y a des matchs retour ce soir. En ce moment, le Milan AC mène 1-0 devant Feyenoord, donc égalité parfaite sur les deux matchs, mais Théo Hernandez a été expulsé et donc ils sont à 10 contre 11 les Rossoneri, mais ils ont la chance quand même de jouer chez eux à Giuseppe Meazza. Et on conclura avec la nouvelle affaire de gros sous du football français. DAZN qui ne va peut-être pas payer l'intégralité des droits télé à la fin du mois, ce qui risque de mettre certains clubs dans de grandes difficultés. On en parlera avec notre ami Alexandre Corboz du But Football Club. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors attention Philippe, Giuseppe Meazza, c'est le stade de l'Inter. Hein. Mais c'est le stade Saint-Cyran, exactement. Si tu veux pas te mettre les Milanais à dos, c'est compliqué. C'est vrai, exactement. Et moi qui suis milanista rossonero, je reconnais. Mais l'erreur est d'autant plus impardonnable. Quand vous aurez fini de faire du mal aux mouches, je pourrais peut-être faire ma chronique. Et bien justement, on commence avec ta chronique. On a tous connu l'ennui des dimanches en fin d'après-midi. Vous savez, comme disait Jean-Jacques Goldman, ces heures grises du dimanche qui sentent déjà le lundi, l'heure où les enfants voient débarquer leur maman avec la table à repasser et les bannettes de linge qui transforment le salon en balcon napolitain. Tandis qu'à la télé, Drucker reçoit les survivants du showbiz par séquelles d'AVC. Ça sent les moumoutes, les couches confiance, les audiozooms de Phonak. Sinon, le dimanche, vous avez le foot du dimanche sur DAZN. C'est comme Drucker, ce sont les restes. Ce sont les matchs qu'on n'a pas jugé dignes d'être une affiche le vendredi, le samedi, le dimanche soir. Tiens, pour vous donner une idée, dimanche, on avait le choix entre Le Havre-Nice, Lens-Strasbourg ou Reims-Angers. Reims-Angers, un dimanche de février, quand il pleut, ça risque pas de te faire oublier tes petits soucis, ni les gros soucis d'ailleurs du monde, de chaos du monde. C'est l'instant, c'est l'instant où on se gourde page dans sa chronique. Ça peut arriver. Même au meilleur. Non, heureusement. Il l'attendait dans le zig, il lui a mis dans le zaï. J'ai assisté, j'ai regardé Reims-Angers. Je vais vous dire à quel point ma vie est trépidante. Et j'ai vu le plus beau coup franc de la saison. J'explique.
Alors que les arrêts de jeu de la première mi-temps venaient de débuter, le Rémois Valentin Atangana a mis une semelle à Aoulou. C'était pas méchant, juste une semelle maladroite à l'image du match, mais qui valut un coup franc bien placé à Angers. Valentin Atangana a protesté pour la forme, et puis résigné, sans même un regard pour Aoulou à terre, qui frappait le sol avec ses mains pour montrer à quel point il souhait. Alors ça, c'est une nouvelle mode des truqueurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour illustrer leur douleur insoutenable, ils tapent dessus, ouais. C'est nouveau ça. Mais du coup, si t'avais vraiment mal, tu penserais pas à taper par terre comme un malade pour montrer au public à quel point tu souffres. Bref, tandis que l'autre agonisait, Atangana a écarté les bras en signe d'impuissance pour montrer à son public combien il était persécuté. Et quand l'arbitre a esquissé un geste de la main vers sa poche à carton, notre ami Atangana a fait une ironique courbette de respect, comme font les judokas, et il a reculé dans sa surface de réparation qui ressemblait à une fourmilière. C'était l'instant où tout se fige, où on a l'impression que le temps s'arrête et pourtant tout bouge. Le gardien qui danse d'un pied sur l'autre, le mur qui tangue, qui avance imperceptiblement, le coude devant le nez, la main sur les couilles, l'arbitre qui se penche pour mieux voir. Et puis les angevins qui, tout en indiquant du doigt que le mur est trop proche, se consultent et proposent des stratégies aux tireurs en cachant leur bouche avec la main. Enfin, la scène est figée, le tireur est en place. Il s'appelle Farid El Melali. Je ne connaissais pas ce joueur, mais qui connaît vraiment les joueurs d'Angers? L'arbitre siffle enfin. Et El Melali offre au ballon une croisière au paradis. Un tir puissant et rond, avec une courbe si pure qu'on croirait une esquisse de Léonard de Vinci. La balle survole le mur, semble un instant s'échapper au-dessus du cadre, puis revient en piqué terminer sa sublime parabole en heurtant le bas de la transversale, tout près du poteau, explosant au passage le logis construit par une famille d'araignées qui avait décidé de s'installer là sous prétexte qu'à Reims, cette année, c'était plutôt calme au niveau des buts. Alors, bien sûr, le gardien rémois s'est envolé, mais c'est déjà qu'il n'atteindra jamais cette sphère à la trajectoire diabolique. Alors il s'applique quand même à ce plongeon inutile pour qu'au moins la photo soit belle. Voilà, c'était notre ami El Melali. N'oubliez pas son nom, il y a 2 jours, cet homme a sauvé un dimanche de nos vies et l'espace d'un instant, il nous a fait oublier le chaos du monde. Ce soir, on vous promet pas une émission El Melali, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on fera tout pour ne pas faire une émission qui ressemble à un match du dimanche après-midi diffusé par DAZN. Très, très bel édito, comme d'habitude. C'est vrai que parfois, il y a des coups francs et des plongeons de gardiens qui sont des œuvres d'art. Celui-là, il est pas un peu juniniesque? Oui, dans la retombée de la balle. Moi, je trouve qu'il un peu, la trajectoire flotte. Je trouve qu'il est juniniesque un peu au niveau de la trajectoire. Effet feuille morte, c'est à ce niveau-là, c'était fabuleux. C'est toujours, c'est toujours impressionnant quand on a l'impression vraiment que la balle va sortir. De même latéralement, souvenez-vous ce coup franc de, c'était ce Brésilien, Roberto Carlos, tournoi de France 97. T'as l'impression que le ballon va partir à 10 mètres à droite et il revient. Alors, on va parler de la Ligue 1. Reims, club historique du foot français. Angers, club historique du foot français. Rappelons quand même que Raymond Kopa avait commencé à Angers, si je ne m'abuse, avant d'aller à Reims, puis au Real Madrid. Le stade s'appelle Raymond Kopa. Le stade s'appelle Raymond Kopa. Mais il y a 2 vestiges et 2 grandes places fortes du foot français qui étaient au plus mal le week-end dernier, qui sont vraiment pas bien. C'est Saint-Étienne et Nantes. Est-ce que tu penses que, Manu, que Saint-Étienne et Nantes pourraient avoir l'ascenseur pour la Ligue 2? Parce que quand on voit leurs prestations, c'est quand même plus qu'inquiétant. Alors par rapport à ton introduction, Philippe, tu mettais sur le même plan Montpellier, Le Havre, Nantes et Saint-Étienne. Moi, je pense que Montpellier et Le Havre sont quand même un cran en derrière et que cette place de barragiste peut se jouer justement entre Nantes et Saint-Étienne. Et dans la dynamique, ils en sont exactement au même point. Ils ont gagné un match sur les 8 derniers, ils en ont gagné qu'un seul. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'ils ont pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts. Côté nantais, ce qui pêche un peu, je trouve que c'est l'usure du groupe. On sent que le message de Comboiré, c'est pas du tout contre Antoine Comboiré, mais on se demande comment il a pu résister jusque-là. Et on sent que le message auprès du groupe ne passe plus. C'est un groupe qui enchaîne les saisons après saison les opérations maintien, ce qui est très dur psychologiquement.
En leur faveur, il y a quand même une expérience justement de ces opérations de sauvetage maintien. Donc ça, c'est quand même à mettre à leur crédit. Mais alors attention, tu arrives à te sauver une fois, 2 fois, 3 fois, mais une fois, t'as la malchance, t'as une barre rentrante, une barre sortante, et tu vas en Ligue 2. On a connu ça au TFC plusieurs fois. Ah oui, ça, je te confirme qu'il a fallu au moins 4 ou 5 ans avant qu'on finisse par descendre, et c'était des années de souffrance. C'est ça. Et côté stéphanois, c'est autre chose. Côté qualité, je trouve que finalement, il y a eu, même si je n'étais pas aussi emballé que vous après la victoire face à Reims, il y a quand même eu un vent nouveau qui est arrivé pendant le mercato d'hiver, un nouveau coach, de nouveaux joueurs, et ça, je pense que ça peut jouer dans certains moments pour avoir du rebond et pas trop d'usure. Et ce qui manque, c'est l'expérience. Justement, c'est ce qu'à Nantes, Saint-Etienne ne l'a pas, des joueurs d'expérience, à part Abdelhamid, des joueurs capables justement dans ces moments compliqués de rebondir, de se parler des vrais leaders. Donc ils n'ont pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts, et je pense que ça va pas se jouer à grand chose à la fin de saison pour différencier une équipe de l'autre. Et Guy, tu penses que pour Abdelhamid qui n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était à Reims, c'est incroyable comment ce type a pu, alors que tu pensais vraiment que ça allait être le boss. Quoi. Juste, pour moi, contrairement à Emmanuel, je pense qu'il y a Le Havre et Montpellier peuvent être capables de s'en sortir. Oui, parce qu'il y a une espèce de résignation qui semble être de mise à Saint-Etienne et à Nantes même, que n'ont pas ces équipes-là. Même Le Havre Le Havre a été battu et pourtant ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Pour en revenir à Saint-Etienne, c'est vrai qu'on s'était emballé après le premier match du mercato avec ce nouvel entraîneur, et on a eu raison sur ce match. Le problème, c'est que techniquement, les joueurs sont pas au niveau. Donc on a bien compris sur un match, et l'enthousiasme et le choc psychologique et tout ce que tu veux, c'est passé. Les idées sont passées comme s'ils étaient un cran au-dessus techniquement. Mais là, c'est vraiment désastreux. Pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon individuellement, techniquement. Je pense que Saint-Etienne, pour moi, c'est ceux qui sont le plus en danger. Plus que Nantes ? Nantes, je ne sais pas comment ça va se passer avec Comboiré, ça va beaucoup jouer aussi. Est-ce que Comboiré reste ou pas ? Est-ce qu'il y a un vrai choix qui est fait autour de ça ? C'est ça le problème. C'est terrible à dire parce qu'on l'aime tous, Comboiré, depuis... la tête contre le Real Madrid en 93. Mais là, c'est les limites, si tu veux, de ces entraîneurs-là. J'ai vu que Derzakarian allait à Caen. Tu vois, c'est leur niveau, quoi. Après, il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est qu'on en parlera en fin d'émission pour ce qui est de DAZN et droits télé et des rentrées d'argent. Les deux clubs aujourd'hui les plus en danger en Ligue 1 sont Le Havre et Montpellier. Donc c'est-à-dire que ça peut aussi jouer dans le sprint final. Du côté du Havre, il y a peut-être des salaires qui ne seront pas versés à la fin du mois si DAZN ne met pas les 35 millions. C'est aussi à prendre en compte, quand tu touches pas ton salaire, tu peux avoir un manque de motivation, ça peut créer des effets dans le groupe. Mais surtout, quand tu touches pas ton salaire côté joueur, tu as le droit de refuser de jouer, le contrat est cassé d'office. Donc c'est pour ça qu'au-delà, tu es libre, au-delà du côté sportif, l'environnement joue aussi, et je pense que l'environnement est clairement en défaveur de Montpellier et du Havre, et Saint-Etienne et Nantes, après c'est juste une petite chose sur Nantes. Quand tu vois ce qui s'est passé à Monaco, tu te demandes comment... Il menait 1-0. Oui, il menait 1-0, ouais. Mais même quand il menait 1-0... T'y croyais pas ? Non, même quand ils menaient 1-0, ils étaient... C'était mauvais signe. Non, c'était des vagues sans arrêt, des déferlantes sans arrêt de Monaco, tu croyais pas. Et dès qu'ils ont pris un but, puis deux, tu sens évidemment une résignation. Comment tu peux Et tu te dis, c'est le tonneau qui est en train de se remplir, et que tu te dis, ils sont à 7, et à 7, tu dis, mais est-ce qu'ils vont pas finalement en prendre un 8e ? Et est-ce que tu te dis, à 5-6, est-ce qu'ils vont pas finir avec un score à 2 chiffres ? Là, c'est vraiment la psychologie de l'entraîneur. Je sais pas si Comboiré, tu vois, tu dois dire aux gars, mais les gars, vous êtes en Ligue 1, quoi. Vous vous rendez compte, les U17, machin, tous ces obstacles que vous avez franchis pour être là. On dit que vous êtes mauvais, mais vous êtes quand même dans l'élite du truc. Et ce qui a sauvé Comboiré, tu te rappelles, c'est le nul contre Paris, parce qu'avant, c'était un match où quelque part, c'était déjà écrit qu'il allait être limogé après Paris, parce qu'évidemment, ils allaient perdre tout ça. Et le fait que Nantes fasse nul et fasse une surperformance, ça a sauvé Comboiré. Et on a l'impression que la question est un peu mise sous le tapis. Donc il faut qu'il arrive à faire comprendre aux joueurs que ce ne sont pas des merdes, parce que c'est ce qu'ils pensent, tu vois. Et c'est là que la qualité de l'entraîneur intervient. Et un dernier mot sur le haut de tableau. Vous avez retenu une chose du week-end dernier. Alors, outre la victoire très large de Marseille, la victoire très large de Monaco, Marseille poursuit sa progression. A fait quand même un petit trou avec les 3e, 4e, 5e. Moi, c'est Lille qui gagne à Rennes. Parce que j'avoue que j'y croyais, mais il fallait quand même le faire. Rennes qui était sur 2 victoires avec la nouvelle dynamique. Ce n'est pas une attaque contre Patrick Roger, on tient à le dire, comme il est supporter du Stade Rennais. Beaucoup de sympathie pour Patrick. On peut juste souligner la belle histoire Ben Taleb. Qui rentre
qui marque après un arrêt cardiaque. On est des midinettes, donc on adore comme ça. Comme avec le Danemark, le joueur danois Eriksen qui a fait un malaise cardiaque lors de l'Euro et qui marque en rentrant avec... Le gars joue avec un défibrillateur, c'est-à-dire une espèce de pacemaker amélioré, d'après ce que j'ai compris, qui est autorisé partout, sauf en Italie pour l'instant. Et en France, ça y est, c'est accepté. Donc évidemment, il y a des contrôles médicaux, mais on a le droit de jouer avec un défibrillateur. Et d'ailleurs, ça a donné une idée à des youtubeurs de faire un tournoi en EHPAD entre joueurs avec des défibrillateurs. Donc on est sur un gros projet à développer. Oui. Allez, on a fini de parler de la Ligue 1. Tout de suite, on va parler sur... Il y a 4 matchs ce soir, toujours 1-0 pour le Milan AC contre le Feyenoord Rotterdam. On va parler tout de suite de Benfica Monaco. Est-ce que les Monégasques peuvent réaliser l'exploit, Quentin? Qu'est-ce qu'en disent les internautes pour le moment sur Twitter? Alors, le micro ouvert. Désolé. Donc les internautes, toujours, ils sont à 56%, toujours, ça n'a pas bougé. 56%. Je pense que Monaco ne passera pas. Feyenoord vient de marquer, égalisation de Feyenoord. Feyenoord égalise à l'instant, oui, exactement, un partout. Et donc pour le moment, c'est Feyenoord qui éliminerait le Milan AC. C'est plus la même limonade et le but est parfaitement valable. En plus, là, aucun doute, il n'y a pas hors-jeu. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot de Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, nos deux bordelais, nos deux scapulaires, si on va vous appeler comme ça. Ça vous va les scapulaires? Ça me va très bien. Maxime Sénat et tu m'appelles pas le port de la Lune, ça me va. Et Quentin Fredon. Et tout de suite. Oui, mais Quentin touche à peu près le salaire d'un joueur bordelais en ce moment. Il faudrait peut-être que la direction, j'en profite pour lancer un message à Patrick Roger. Il travaille beaucoup pour nous. Ça serait bien de mettre un petit billet, de faire tomber un petit billet à Quentin. Voilà. Allez, on va rejoindre tout de suite Nicolas, supporter de l'AS Monaco. Salut Nicolas. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Alors, les Bonsoir, compos Nicolas. viennent de tomber, je vous les donne les amis, pour ce Benfica Monaco. Benfica dans les buts, Troubine, défense Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, milieu de terrain, Barreiro, Oren, Kotskou, Akturkoglu, Pavlidis et Schneiderrup, ils ont des noms compliqués certains. Et pour Benfica, dans les buts, Maieski c'est normal. En défense, Mawissa, Kerrer, Singo. 4 milieux de terrain, Diatta, Camara, Minamino et Caio Henrique, Bensegui, Rakliouche à la construction et Mbolo a priori. C'est un 4-3-2-1, un 3-4-2-1 pardon a priori pour Monaco. Donc a priori, est-ce que, alors les internautes sont pas optimistes, est-ce que tu penses Nicolas que ce soir, vous les Monégasques, vous pouvez aller décrocher la lune à la louche? J'y crois pas du tout. T'y crois pas? Alors, ça commence bien. Pourquoi tu crois pas? Pourquoi tu crois pas? J'y crois oui et non, parce que je trouve que déjà Zakaria, l'absence est très compliquée à combler. Mais à côté de ça, je trouve qu'on a une équipe sans caractère, qui n'est jamais dans la rébellion. Tu considères que la victoire contre Nantes, c'est pas significatif, quoi? La victoire contre Nantes, elle est juste liée au fait que Ribolovlev est allé les déglinguer un petit peu juste avant. Et il y a pas, honnêtement, j'ai pas d'autres termes. C'est une équipe qui est jamais dans la réaction, qui est assez flemmarde. Donc c'est vrai. C'est plutôt positif de pas être dans la réaction justement, non? Ouais, mais ils sont pas dans l'action non plus, donc voilà. le problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une question qui va se poser et qu'on se pose depuis le début de la saison dans les vraies voix du foot? C'est que Monaco, c'est une équipe qui est capable de perdre à Montpellier, et on parlait de la faiblesse de Montpellier, mais qui est capable de taper le Barça, et que, quelque part, ça donne de l'espoir. Alors, battre le Barça en début de saison, on avait quand même une forme et un jeu qui était tout autre qu'aujourd'hui. Là, quand je vois la composition et que je vois que le seul attaquant qui marque, Biarritz, n'est même pas sur la compo, je comprends pas. Donc, je comprends très sincèrement rien à ce que fait Hutter depuis des semaines. Ce qui est clair, c'est qu'il a peur là maintenant. Donc il est, ça c'est emmerdant pour Monaco. Il est plus sûr de lui du tout. Cette compo d'équipe, c'est une compo de la peur. Ah mais complètement. Je suis en total accord avec ça. Alors qu'il faut aller chercher un résultat, il faut marquer, c'est impératif. Hein. Ah oui, c'est ça. Il a mis une équipe assez défensive au final alors que
alors qu'on est mené. Donc c'est à nous de faire le jeu, c'est à nous d'aller chercher le but et je comprends pas la composition. Et surtout que le match aller, Benfica sort vainqueur, mais Monaco n'a pas eu à rougir. Il y a eu des circonstances, on va y revenir, qui ont quand même pesé dans la balance et qui expliquent en partie ce résultat. On en parlait avant le match aller, on était plutôt déjà pessimiste pour Monaco, on voyait Benfica passer, mais c'est vrai que Monaco peut faire l'exploit. Ça fait partie de ces équipes qui peut se sublimer, qui peut, quand on l'attend pas, être là. Et puis quand même, il faut faire un constat. Les 2 fois où Monaco a joué Benfica, les 2 fois à domicile, les 2 fois, il peut franchement se plaindre grandement de l'arbitrage. Alors ce soir, ce sera un arbitre suédois, Glenn Nygren. Il peut être que meilleur que le Slovène et l'Italien qui les ont arbitrés à Louis II, non ? Ah bah on disait ça déjà du dernier match et au final c'est vrai. On s'est fait enfler quand même. Ouais, pour rester dans l'optimisme, il y a eu 4 confrontations entre Monaco et Benfica, 3 victoires pour Benfica et un match nul. Donc pour l'instant, pour qu'ils se qualifient, Nicolas, il faudrait qu'ils arrivent à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait dans leur histoire. Mais le foot est quand même marqué aussi par des exploits. Après Monaco est quand même spécialiste des premières victoires dans les pays où chez les clubs que les clubs français n'avaient jamais battu, donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on est... Je savais que je te rendrais de l'optimisme, Nicolas, je l'ai senti avec ces stats. Même si je veux pas être méchant, mais Lisbonne, ça rappelle un très mauvais souvenir à Monaco, la défaite en finale de coupe. Le Portugal ne le réussit pas. Défaite en finale de Coupe des Coupes contre le Werder Brême en 92 à Lisbonne et défaite contre Porto en 2004 en finale de Ligue des Champions. T'as aucun espoir, toi, Guy? T'es un peu comme notre ami Nicolas, supporter monégasque désabusé. J'essayais de me raccrocher à cette victoire contre Barcelone, mais l'enjeu n'était pas du tout le même. C'était une phase de poule. Comme il dit, c'était le début de saison. Là, tu as la sanction immédiate à la fin du match et Monaco a pas les qualités morales. On en a souvent parlé. C'est la Riviera, c'est tout ça. Donc ça peut être très agréable à voir, très soyeux, très Golovin. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour aller arracher, ça serait vraiment une surprise si avec par acharnement, ils arrivent à décrocher la victoire à Lisbonne. Vraiment, ça me surprendrait. Elle est jeune, cette équipe. Elle a énormément de talent, mais elle est jeune en termes d'âge, elle est jeune en termes d'expérience. Mais par définition, dans ces moments-là, il te faut quand même quelques jours d'expérience pour te redonner la confiance, la force. L'absence de Zakaria. Exactement. C'est typiquement le profil qui va manquer à Monaco ce soir pour retourner la situation. Et je trouve qu'il y a en plus de ça un pessimisme même au sein du club quand on voit la conférence de presse qui est pour moi absolument honteuse de Hutter, qui dit que si on perd c'est pas très grave, on a déjà passé le premier objectif. Mais quel discours de la loose, très honnêtement. Je trouve ça aberrant d'un coach de Champions League de balancer une phrase pareille en avant-match. C'était pas de la com, on sent que ça venait du cœur. C'est ça qui est... Mais c'est ça ce qu'il y a de fou. Est-ce qu'un coach, il doit pas dire, bon les gars, je sais, on gagnera pas la Ligue des Champions, la priorité c'est la Ligue 1 pour essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions l'an prochain. Philippe, c'est le discours qu'on a trop entendu. Sincèrement, c'est le discours qu'on a trop entendu, notamment en Europa League. À Nice, en Europa League, alors là, c'est la catastrophe, les clubs français. Moi, ça, je peux pas l'entendre. Les entraîneurs qui te disent... Les entraîneurs, 10 ans qu'on l'entend, c'est vrai. Les entraîneurs qui te disent, bon, ben là, c'est compliqué en Ligue des Champions, mettre de côté, on va tout mettre en championnat pour se qualifier pour la Coupe d'Europe, donc pour refaire la même chose l'année prochaine. Moi, on l'a trop entendu, je veux plus l'entendre, ça c'est pas possible. Mais la différence, c'est que l'Europa League, tu vas pour la gloire, la Ligue des Champions, tu vas pour le fric. Non, pour moi, les deux, tu vas pour l'argent. Ça dépend quel club. C'est beaucoup plus rémunérateur, la Ligue des Champions. Quand t'es Nice ou Rennes ou des clubs comme ça, l'argent ou Toulouse, encore il y a 1 ou 2 ans, l'argent que tu peux prendre en Europa League, c'est un pont d'or à leur niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas Paris. Et puis l'Europa League, il n'y a pas une équipe française qui l'a remporté, donc tu vas pas non plus pour la gloire. Non, mais c'est une vraie question. Ce qui est terrible dans les propos d'un supporter, historique, un vrai, tu te rends compte les dégâts que peut provoquer une situation comme ça. Donc ils ont vraiment une responsabilité au niveau du management de l'équipe pour arriver à engendrer une telle réaction chez leurs supporters. Tu as toujours une part de mauvaise foi, tu vois, chez les supporters. Le chauvinisme. Là, il est complètement désabusé, écœuré par ce qu'il voit et
effectivement, l'attitude de Hutter est inadmissible. Ah, mais c'est dingue. Ça, c'est incroyable. Surtout quand tu vois sa conférence de presse, la compo qu'il va mettre ce soir, donc le message envoyé dans les deux, l'un pour l'autre, c'est on a peur et on y va. Et on essaye de pas prendre une valise. Je pense que tes supporters l'acceptent d'autant plus difficilement, plutôt que si tu dis bon, ben on est passé à côté, enfin on a perdu, on n'est pas passé à côté, mais on a perdu au match aller, on n'a rien à perdre, on va jouer. Et si tu te fais éliminer, ben t'as perdu en jouant. T'as rien à perdre, t'y vas, tu joues l'attaque, et puis si t'en prends 2 ou 3, malheureusement, ça peut rien. Tu veux réagir quand En plus, imagine, tu passes, après tu tapes Barcelone ou Liverpool. Oui. Donc c'est quand même. Oui, mais ça vaut le coup de passer quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est justement ça. C'est aller jouer un grand match dans un grand stade. Liverpool, ça peut être aussi un motif d'espoir. Bien sûr. Allez, on va terminer par la partie pronostic, les amis, pour ce soir, pour Benfica Monaco. Ton pronostic, Nicolas, je pense que c'est pas une victoire de Monaco. Alors, je vais dire, comment dire, je vais dire défaite de Monaco, mais au péno. Ah non. Ah oui, donc victoire de Monaco. T'as envie de vibrer, Nicolas, hein. T'as envie de vibrer. 1-0 ou 2-1 ou 3-2 ou 4-3. J'ai envie de revivre ce que je vis depuis des semaines, c'est-à-dire d'être en mode défaitiste, quoi. Non, mais vaut mieux perdre 3-0 que de perdre au péno. Hein. Ça nous rappelle trop de mauvais souvenirs. Guy, ton pronostic. D'accord. Eh bien, je vais dire que je les vois gagner au péno. Mais c'est il y a une part de provocation, mais tu sais bien qu'en foot, c'est possible. Sinon, tu gagnerais, t'aurais que des gagnants au loto-foot, quoi. Non, mais c'est vrai. Sinon, le Real aurait gagné 15. T'imagines le truc complètement fou. Tu sais, j'ai participé à une émission de foot à la télé où il y avait des débats. Tu vois, par exemple, on n'est pas d'accord avec. Donc, on disait tel thème, tu prends quoi? Les gars choisissaient, c'était pas du tout. Les deux trucs sont défendables, toujours. Tu peux toujours avoir un argument qui fait que Monaco peut, sur un coup, comme disait notre pauvre Michel Blanc, sur un malentendu, peuvent conclure. Et nous, on fait de la radio, Guy, on dit toujours ce qu'on pense. La différence avec la télé. Ton prono, Emmanuel? Alors moi, je suis désolé, je vois Benfica même gagner ce soir 2-1. Je dirais 2-1 pour Benfica et qualification de Benfica. Quentin? Je vais mettre un peu d'optimisme, j'ai envie d'y croire quand même. Monaco aime bien être outsider, je vais mettre 2-0, on va dire. Pour Monaco? J'ai envie d'y croire. Alors là, si ça passe, c'est énorme. Maxime? Moi, je vois le même résultat que Manu, 2-1 Benfica. Ah, merci Max. Est-ce que je peux juste poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que Monaco va finir à 10? Ah bah alors là, ils sont habitués en Ligue des Champions. Évite de poser des questions évidentes, s'il te plaît. Est-ce que l'arbitre va être honnête? Ça, c'est aussi une vraie question. Allez, je vais donner mon prono. Moi, malheureusement, je le sens plutôt mal. Je le sens 2-0 pour Benfica. Ah ouais, bon. Et je sens malheureusement un 2-0 pour Benfica. Allez, merci beaucoup, Nicolas. Et puis quand même, bravo à cette épopée monégasque qui auront quand même tapé des anciens champions d'Europe comme Barcelone, comme Aston Villa. Tout de suite, on se retrouve avec notre équipe pour parler des autres matchs de la Ligue des Champions parce que c'est ce soir et c'est demain. Et il y a encore de sacrées affiches. Restez bien avec nous, les vraies voix du foot de Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec notre équipe, on va dire un milieu de terrain costaud. Mais c'est vrai. Et on joue en 4-5-1. Technique quand même. Mais technique. Ah oui, c'est plus Brésil ou France 82 que, je sais pas moi, une équipe un peu bourrine, on arrivera à trouver. Hein. C'est mieux que le Bayern 75 par exemple. Le Leeds des années 90. Ou le Leeds des... Avec évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Et tout de suite, on écoute ton édito qui va être du Tonnerre de Brest, je parie, Emmanuel. Sud Radio, les vraies voix du foot. C'est la dernière semaine où on peut parler de Brest en Ligue des Champions parce que selon toute vraisemblance, au vu du résultat du match aller 3-0 pour le PSG, on va devoir dire adieu à nos Brestois, mais on veut surtout leur dire merci pour ce parcours en Ligue des Champions. Alors la marche elle a été trop haute face au Real, face au Barça, là, face à Paris, mais je pense que Brest rentre dans la catégorie des équipes qui nous ont fait vibrer en Coupe d'Europe. Alors ils sont pas allés en demi-finale, ils sont pas allés en finale, mais à chacun selon ses moyens. Et je trouve que les Brestois ont été grandioses et c'est l'occasion aussi de dire merci aux joueurs, merci à l'entraîneur, à Eric Roy, au président Denis Le Saint. C'est un travail collectif dans cette équipe brestoise et j'ai aussi envie d'en parler parce que je me dis que vu la période que traverse le foot français et les clubs qu'on met dans la catégorie de Reims, et je mets des guillemets, hein, les petits clubs, j'aime pas ce mot, je trouve que au-delà de la perfusion qu'offrent les droits télé et le trading, vente et achat et vente des joueurs, le modèle brestois avec du bon sens, des choix d'hommes très forts et parfois juste des bons coups, flairer des bons coups qui coûtent pas très cher, des joueurs en fin de contrat, des joueurs d'expérience, Ajorc qui revient d'Allemagne. Je trouve que c'est un modèle à suivre. Donc en plus de leur dire merci pour leur parcours en Coupe d'Europe, j'engage tous les clubs français de ce niveau-là, et on parlait tout à l'heure du Havre et de Montpellier, à suivre cet exemple parce que pour moi la voie est toute tracée.
T'es d'accord avec ça, Guy? Oui, bien sûr. Ils ont laissé une jolie trace. Ah oui. Et on revient à des fondamentaux, à des valeurs du foot, celles qu'on aime, au-delà du fric et tout ça. Bien sûr, il y a eu du training, et tout ça, ils ont réussi. Mais je trouve que justement le dévouement, l'amour du maillot, vraiment, tu sais, les gars qui marquent un but, qui embrassent les cuissons de leur club, et puis qui sortent en disant à leur agent, trouve-moi un autre club que ce club de merde. Voilà, Brest, c'est pas ça. Et rien que pour ça, merci pour ces valeurs-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont battu des clubs qui sont des clubs moyens, je pense au Sturm Graz, je pense au Red Bull Salzbourg, mais ne serait-ce que faire match nul contre le Bayer Leverkusen, Absolument, qui a dominé la Bundesliga l'an passé. Et battre le PSV aussi. Battre le PSV, une meilleure équipe c'est quand même des belles choses, donc de bons résultats. Il y a la manière, il y a cette espèce il lâche rien, quoi. Tu vois, comme Saint-Étienne, souviens-toi, l'épopée stéphanoise, on se souvient pas à part certains gestes de l'arqué, enfin, techniques comme ça. Sinon, c'était vraiment des morts de faim, voilà. Et Brest, c'est ça, et il a raison, Emmanuel, on n'oubliera pas, et ils ont écrit une jolie page. Maxime veut réagir. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et puis il faut surtout, on a appris la nomination d'Erzakarian à Caen. Oui. Moi, je vois que, par exemple, l'entraîneur de Brest aujourd'hui, Éric Roy, est sorti un peu de nulle part, et c'est un modèle à suivre pour les petits clubs, les clubs qui jouent le maintien souvent, qui jouent le milieu de tableau. Voir autre chose, faire autre chose que toujours les mêmes entraîneurs, les Derzakarian, les Duprat et tout ça, ça peut faire que du bien au football français que de mettre un espèce de coup de pied dans la fourmilière du foot, tout simplement. Et on parle pas vraiment, je trouve, t'as raison d'en parler, Max, on parle pas assez du travail d'Éric Roy, qui était un peu mis au placard. Alors il a été un peu entraîneur, un peu directeur sportif, donc je pense que peut-être que pour des présidents, sa position était floue et c'était pas évident de le mettre en tant que coach, mais il fait un travail extraordinaire à Brest, et je trouve que médiatiquement, c'est pas suffisamment relayé son bon travail. Mais quand même, là, on va faire le point de tous les matchs de Ligue des Champions jusqu'à demain. Quand même, aucun espoir pour Brest. Ils vont pas aller gagner 4-0 au Paris Saint-Germain. On est tous d'accord là-dessus. C'est cuit pour Brest. Non, mais c'est un parcours à saluer. Et puis même, tu disais, d'accord, ça a battu Sturm Graz, mais il faut le faire déjà. Il faut le faire, mais j'ai dit de battre des équipes européennes qui ont une expérience européenne. On se rappelle de Marseille en 2013 qui fait 0 points. Oui. On se rappelle de parcours avec dans un groupe de la mort quand même. Oui, non, mais d'accord, mais des parcours européens honteux. Bordeaux aussi. Au moins, ça nous a fait vibrer et ça montre que le football français est encore là. Guy oui, puis Serge... Roy. Éric Roy. C'est Serge, c'est son père. J'y viens. C'est le triste privilège de l'âge. J'ai connu son père. C'était l'avant-centre de Monaco, qui a été remplacé par Kossou, après, que tu connais, et qui a été notamment l'avant-centre d'une équipe qui a été championne de France dans les années 60, et que j'ai rencontré. Donc c'était un vieux monsieur. Et il m'a dit ce qui était merveilleux, c'était qu'avant de penser à la victoire, on pensait à la qualité du jeu. Donc il y avait une équipe extraordinaire qui jouait, mais qui jouait au ballon. Et je pense que ces valeurs-là, il les a un peu transmises. Enfin, quand tu as un père qui te biberonne à ça. Au beau jeu. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Éric Roy. Et c'est très drôle parce que j'avais lu dans France Football que son père s'était marié à l'époque à l'Eden Rock à Antibes. Et je suis allé dans cet hôtel qui est merveilleux, enfin c'est un truc incroyable, rien que pour voir où s'était marié le père de Roy. J'étais tellement fan. Oui, écoute, je suis fan. Bon. C'est bien, mais c'est beau d'être fan. Guy du showbiz. On va parler maintenant des autres matchs. Alors ce soir, Club Bruges, Atalanta Bergame, 2-1 pour Bruges à l'aller. Vous voyez plutôt Atalanta ou Bruges passer? Atalanta. Je suis catégorique. Atalanta, Maxime. Atalanta ou Bruges. Ils vont refaire le but d'écart. Oui. Autre match, alors Feyenoord-Rotterdam. Pour le moment, Feyenoord est en train d'éliminer le Milan AC 1-1. Alors juste Philippe, un petit mot quand même, parce qu'il y a eu un tournant dans ce match, ça a été l'expulsion de Théo Hernandez. Et à un moment donné, il faudra qu'on parle de Théo Hernandez qui a des décrochages pendant les matchs, que ce soit en équipe de France ou en club, ce soit des cartons rouges ou alors mais des absences folles tactiques. Des pétages de boulon. Ouais, tout complet. Et je trouve que pareil, il y a un vrai
sujet. Il y a un vrai sujet autour de Théo Hernandez et il faudrait quand même comprendre pourquoi un joueur qui a autant de qualité a des décrochages mentaux qui ont vraiment des vraies conséquences. La Milan, on va pas lui jeter la pierre dessus, mais le tournant du match, Milan mène 1-0, Milan a la domination. Le tournant du match, c'est son expulsion. Alors l'autre match du soir, ça a été un très beau match la semaine dernière, un duel écosso-germain entre le Celtic Glasgow et le Bayern Munich. Le Bayern s'était imposé 2-1 au Celtic. Bon, pas trop de suspense, le Bayern chez lui, c'est très très dur à battre, surtout quand on s'appelle le Celtic. Oui, le Bayern sur le gong au match aller, mais je pense en effet que c'était déjà une très belle option prise par Munich à l'aller et que ce serait une énorme surprise de voir le Celtic retourner la situation. Non, le Celtic, c'est l'enthousiasme, on aime bien ce club, il est vraiment sympa, mais là, le Bayern n'ira pas. Je retiens juste que ça nous a valu le Écosso. Écosso-germain. Oui, Écosso-germain. Mais il se régale ici, il adore ça. Il adore ça, Philippe. J'aime bien créer des mots. Alors évidemment, demain soir, il y a le match retour d'un très beau match qu'on avait vu la semaine dernière. Manchester City, Real Madrid. City qui menait 2-1 et qui se fait dépasser dans les dernières minutes par l'éternel Real qui est quasi... le Real est-il battable dans un match comme ça? Philippe, je vais rendre hommage à Alain Delon et je vais m'auto-citer. Ah, c'est beau. Avant le match aller, j'avais dit que je voyais le Real faire une performance à City. Parce que je pensais que City aurait la possession et le Real jouerait en contre. Et je pense que ce soir, je poursuis ma prédiction. Je pense que ça va être l'inverse. Donc ce sera le Real qui sera obligé d'avoir le ballon. Et je vois City se qualifier. Non. Je vois City faire un coup à Madrid et je vois City se qualifier. Ouais. Guy, t'as le même enthousiasme? En tout cas, à l'aller, c'était pas une surprise ce qu'il disait, puisque City était vraiment au fond du trou. La clé du match, c'est de savoir si City a retrouvé ses valeurs, ou si vraiment c'est quand même une équipe au bout du rouleau au niveau de l'âge et de la fatigue de la saison. City a gagné en Première Ligue ce week-end. Et le Real a fait match nul partout. Mais avec le Real, tu sais, c'est ce qu'on disait des Allemands. Le Real, tu les vois mener 2-0 à 30 minutes de la fin. À la fin, c'est eux qui gagnent. Ils gagnent 3-2. Donc moi, je pense que vraiment, ça sera comme ça. City, on va avoir un espoir fou. City risque de mener, effectivement, et le Real gagnera à la fin. À la fin du match. T'es d'accord avec ça, Maxime? Oui, le Real a un pouvoir magique en Ligue des Champions. On comprend pas. C'est le club de cette compétition. Je vois absolument pas City se réveiller ce soir. Quentin, tu les vois même avec Maxime, moi, je vois pas le Real perdre sur un domicile comme ça. Je suis seul contre tous. Moi, j'adore, les gars. J'adore ça. Les quatre fantastiques seront là. On ne sait pas encore. On sait pas. À voir. Alors il y a Sporting Portugal, Borussia Dortmund s'est plié avec la victoire de Dortmund de Sporting. Par contre, il y a un autre match, un autre duel. Je vais vous faire plaisir. Italo-Batave avec Juventus Turin, PSV Eindhoven, deux anciens champions d'Europe. Victoire de la Juve 2-1 à l'aller. Est-ce que vous pensez que le PSV peut réaliser l'exploit? Je pense que la Juve va se qualifier. A pris une pareille très belle option à l'aller. PSV, attention, à domicile, c'est une autre histoire qu'à l'extérieur. On sent que c'est une équipe qui a du mal en déplacement. Et la Juve, c'est pas l'assurance tout risque, mais voilà, pour ce qui est par rapport au match et à l'expérience, je vois la Juve. Les fondamentaux pour garder un résultat. Ils savent faire. Ils savent faire. Ils vont faire 0-0 ou ils vont gagner 1-0 sur un but en contre ou un penalty. Oui. A priori, c'est la Juve. Maxime, tu vois la Juve sortir le PSV ou le contraire? Non, la Juve va se qualifier. Quentin, je vois pas forcément la Juve gagner, mais je la vois pas perdre non plus, donc je pense qu'ils vont se qualifier. Avec la victoire, oui. Et moi, si je vois la Juve se qualifier, même dans la douleur, alors on vient à le dire, ça vient de se terminer, c'est l'exploit du Feyenoord Rotterdam qui est allé faire match nul au Milan AC après une victoire 1-0 au stade de Kuip et qui est donc qualifié, qui élimine le grand Milan AC. Est-ce que tu sais contre qui il risque de tomber déjà? Alors justement, ils joueront soit contre Inter Milan, soit contre Arsenal. Donc peut-être 2 Milan d'affilée. Peut-être 2 Milan d'affilée, oui. Voilà, 2 Milan ou Arsenal, c'est-à-dire qu'on connaît les supporters de Feyenoord. Oui. Ça va être forcément chaud. Oui, l'Inter, c'est une autre paire de manches que le Milan. Mais n'oublions jamais que, comme l'a dit Quentin, 2 Milan, c'est très long. Allez. Quand je te dis qu'il mérite d'être personne m'écoute. Elle est bonne. On a connu quand même bien pire avec Philippe. On se retrouve tout de suite pour parler gros sous, oui. Et on vous pose cette question. Est-ce que l'affaire DAZN, est-ce que DAZN est l'affaire de trop pour Vincent Labrune? Et ça dit quoi sur les réseaux sociaux, Quentin? Parce que là, on doit dire qu'on est un peu inquiet pour certains clubs français. Il y a moins de débats.
selon nos auditeurs, selon 95% de nos auditeurs, Vincent Labrune devrait démissionner de la Ligue de football professionnel. Ah oui, là c'est carrément, ça va très loin. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre ami Vincent Corbos du But Football Club. Retour des vraies voix du foot et on va désormais parler gros sous. À les droits de télé, on en parle depuis des semaines et des mois. Et là, l'épisode a pris une nouvelle forme. Salut Alexandre Corbos du But Football Club. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe. Salut Alexandre. On écoute le jingle. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Ça c'est du lancement. Ah ça c'est du lancement. Alors Alexandre, quelles sont les dernières nouvelles sur l'affaire DAZN ? Alors je sais pas si on doit dire l'affaire Ligue de football professionnel, l'affaire DAZN. Dis le bordel, dis le bordel. La semaine dernière, DAZN a finalement payé une partie des droits télé qu'ils devaient payer à l'échéance du 15 février. Du 14 février. Et l'autre partie a été mise sous séquestre parce qu'ils veulent renégocier à la baisse le montant global des droits qu'ils payent, c'est-à-dire les 400 millions d'euros, estimant que la lutte contre le estimant déjà que le produit était surévalué et que la lutte contre le piratage n'était pas bien gérée par la Ligue de football professionnel. Donc c'est une renégociation un peu agressive du Netflix du sport. Et aujourd'hui, on en est là avec une ligue qui, du coup, a lancé les menaces concrètes avec une mise en demeure de payer. Ça va aller jusqu'au procès. Ouais. Et en parallèle, donc la ligue cherche, parce que DAZN dispose toujours d'une clause de sortie en décembre prochain. Oui. Si DAZN n'atteint pas le nombre d'abonnés, c'est 1,5 million. Aujourd'hui, DAZN en est à 500 000, donc seulement un tiers. Donc très très loin des objectifs. Et il est probable donc du coup que DAZN fasse au maximum de saisons. Là, c'est dans la version la plus optimiste. Au plus probable, encore quelques mois, et sans doute se désengage avec un accord à l'amiable suite à ce que l'affaire soit passée en justice. Quoi. La mise sous séquestre, c'est une somme de 35 millions d'euros, la somme de la mise sous séquestre, et c'est le 28 février que le tribunal des activités économiques va trancher entre le conflit DAZN et la LFP. Et Guy. C'est-à-dire qu'il y a un problème à la base qu'on n'évoque pas, c'est la qualité de ce que fournit DAZN. À l'inverse, tu vois ce que je veux dire. DAZN fait un certain nombre de reproches aux instances, au club ou à la direction du foot français. Je suis désolé, je parlais tout à l'heure des matchs du dimanche, mais qu'est-ce que c'est que cette présentation, tout ce qui accompagne le match, c'est le degré zéro de la mise en valeur d'un événement sportif. Je ne sais pas si tu vois le truc. Abonné, oui. Sur l'avant-match, regarde l'expertise. Moi aussi, l'expertise. Sans compter, alors ça aussi, c'est un problème commercial. Ils n'arrêtent pas de te faire des promos à 19 balles. Et tous les cons comme nous qui avons souscrit au début, tu risques pas d'avoir une ristourne. Mais peu importe. Le problème, c'est que ce qu'ils proposent, techniquement, quand tu vois l'expertise de Canal dans ce domaine, l'avant-match, les mi-temps, etc., c'est rien. C'est nul. Juste pour répondre tout de suite sur ça, et pas pour voler au secours de DAZN, mais si DAZN a des conditions aussi, et ils ont un petit peu progressé, même si ça reste totalement perfectible sur bien des choses, s'ils ont des conditions que ce soit sur technique sur le terrain, d'hommes ou de mise en scène du spectacle foot, c'est aussi parce que c'est mi-août qu'ils ont été mis dedans. Et pourquoi ils ont été mis vraiment dans la danse mi-août et aussi tardivement, c'est parce qu'ils ont fait une première offre, faut s'en souvenir, ils ont fait une première offre à 500 millions d'euros que Labrune a refusé parce que Nasser a dit à Labrune: je suis en train de voir avec beIN, on va te faire une offre 500 millions, nous on sera au-dessus. Donc, on va faire une offre, nous, à 500-600 millions. Il a fait miroiter à Labrune qu'il y aurait une offre de beIN qui allait aller là. Donc, il a temporisé. DAZN n'a pas apprécié. Et quand finalement, ça n'avançait pas avec beIN dans les semaines qui suivaient, quand Vincent Labrune a rappelé DAZN a dit: bon, mais par contre, on va baisser parce que vous nous faites patienter. Et c'est là où les 400 millions sont arrivés. Et c'est suite à ça que beIN a fait la rallonge de 100 millions pour arriver à 500 millions. Mais tu travailles au fur et à mesure. Tu fais du casting, tu fais des réunions pour organiser le truc. C'est Vincent Labrune qui a rappelé au dernier moment. Terrain, à part un commentateur dont j'ai oublié le nom. Julien Brun. Pardon ? Julien Brun. Non. Sur le terrain. Oui. Ismaïl. Voilà, il est bien, il est compétent. Il était sur beIN, je crois, avant. Et c'est un type qui est bien. Le reste, c'est rien. Ils ont pris un comique, je sais pas si tu vois, c'est le mec qui est chez Léa Salamé. Il est parti depuis.
Oui, bah oui, ils ont eu le temps, quoi. Tu vois, c'était sans intérêt. Tu vois qui c'est, le gars un peu Paul de Saint-Cernin. ambiance Versailles avec des cheveux de grand-mère. Au début de la saison, DAZN a repris tous ceux qui étaient déjà sur Prime Video la saison dernière. Oui. Il n'y a pas eu de réelle réflexion sur l'offre. Ils ont fait du copier-coller. Mais toute cette histoire, la Dan Zone, là, etc. Ah oui, la fan zone sur le côté droit de l'écran, c'est du flan. Nul. En plus, je ne sais pas ce qui se passe techniquement. De temps en temps, je ne sais pas si c'est moi, il y a un numéro qui s'affiche régulièrement. Il y a un code. Il y a Alexandre qui veut réagir. Alexandre Corboz, on t'écoute, Alexandre. Oui, il y a aussi un point que vous oubliez tous, c'est que c'est même pas eux, contrairement à Prime ou à Bein ou à Canal, c'est même pas eux qui géraient la production. C'est-à-dire que la production, ils avaient obtenu de la LFP que ce soit elle qui paye. Donc forcément, la LFP, comme ils savaient que c'était 75 millions d'euros par an, c'était des lourdes charges, ils ont les baisser de plus de 25 millions, et c'est là qu'on arrive à une qualité technique du produit. Parce que c'est eux qui fournissent les techniques. Et c'est pour ça, juste pour Alexandre, pour compléter ce que tu dis, c'est pour ça que ça a donné l'idée à la LFP de faire sa propre chaîne. Parce que donnant les moyens à DAZN, ils se sont dit, mais pourquoi on le ferait pas nous-mêmes? Et ça, on l'a déjà expliqué pour plein de raisons. C'est pas possible que la LFP fasse sa chaîne parce que ça en prendrait beaucoup trop de temps pour qu'il y ait un retour sur investissement. Alors, il y a une info. Déjà, ils ont mis une partie sous séquestre, on va tout payer. Est-ce qu'on a des risques d'avoir des clubs français fragiles financièrement en danger dans les semaines qui viennent, Alexandre? Ah oui, il y en a. Il y en a plusieurs. Montpellier. Commencer par un club Le Havre. comme Montpellier, Montpellier, Le Havre, mais Montpellier surtout parce que Montpellier, c'est quand même sa masse salariale est 99% de ses revenus. Donc forcément, quand on grève la partie la plus importante des revenus, les droits télé, avec les contrats de joueurs qu'ils ont signés depuis quelques années, Montpellier est en grand danger. Reims, je pense que tous les clubs en fait qui n'ont pas de mécènes derrière sont vraiment en danger en France. Non, mais Laurent Nicolin n'aura qu'à supprimer un resto dans la semaine. Et puis Montpellier, au moins ils ont le respect de cette masse salariale quand on voit Savanier qui dit non mais pour 200 000 bahts ça va quoi, tu vois, en s'adressant à un supporter. Non mais ce qui est vrai, c'est quand tu fais un parallèle entre Montpellier et Lens. Lens, dans un premier temps, tout le monde disait mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent tous leurs joueurs, tout ça. Ils ont compris ce qui+, se passait en fait. Donc ils ont anticipé. Et aujourd'hui, Lens est tranquille. Alors, c'est une info qui a été donnée pas plus tard qu'aujourd'hui par le But Football Club. Canal+, on va dire, n'est pas intéressé pour une reprise de la Ligue 1. Oui, évidemment. 1, est-ce qu'on pouvait le prévoir? 2, est-ce que c'est un coup dur, sachant que c'est quand même le club historique de la Ligue 1. Ils ont commencé en 1984, il y a plus de 40 ans. Pour moi, c'est un coup de bluff. Pour moi, c'est un coup de bluff, mais c'est un coup de bluff destiné à se débarrasser de la dernière personne que Bolloré veut voir tomber. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il a quasiment tous les présidents qui l'ont trahi à l'époque de Mediapro ne sont plus là. À l'exception, je crois, de Nasser n'était pas vraiment un ennemi, donc à l'exception plutôt de Caillot qui est encore là, mais Caillot a perdu en importance. Et puis voilà, mais tous ceux, les Olas, toute cette génération de dirigeants qui étaient à l'époque, qui avaient milité pour Mediapro n'est plus là. Oui, voilà, la fameuse déclaration de Bolloré sur dès qu'ils viendront me chercher quand ils seront dans une mare de sang. Et ben là, on y est quasiment. Il lui reste une personne aujourd'hui qui fait qu'ils iront pas, c'est Vincent Labrune tout simplement, parce que Labrune, la trahison sur Prime Video, ils l'ont pas digéré non plus. Je pense que si la Ligue 1, et beaucoup de clubs le pensent d'ailleurs, de plus en plus de clubs le pensent, c'est si la Ligue se débarrasse de Vincent Labrune, Canal+ reviendra à la table. Ils viennent de le réélire, c'est compliqué, hein. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quelqu'un comme Cyril Linette aurait pu faire les négociations, mais bon. Surtout qu'il connaît bien le groupe Canal. Bien sûr, évidemment. Juste pour remettre un peu du contexte, ce qui s'est passé, c'est que Canal, partenaire historique de la Ligue 1, après 33 ans de partenariat, Mediapro rentre dans la danse et Mediapro propose 780 millions d'euros. Donc à ce moment-là, Canal dit on ne peut pas s'aligner et c'est le jeu, c'est le marché. Mediapro vous propose ça, quelque part, on vous en veut pas, c'est normal, on est perdant. Mais tu sais que le mec c'est un escroc. Philippe, non mais tu le sais après coup. Tu pouvais l'anticiper si tu ce que je veux dire, c'est que non, mais je te parle de la position de Canal. Je te parle de la position de Canal. Quand tu es dans la position de Canal, tu acceptes la défaite sur ce marché-là, parce que Mediapro fait une offre sur laquelle tu peux pas t'aligner. Donc là, Canal n'en veut pas la LFP à ce moment-là. Et quand Vincent Labrune arrive suite, donc en 2019, c'est 2017. Ils en voulaient quand même. Canal en voulait quand même, pour le coup, à la Ligue de ne pas les avoir avertis de cette
offre et surtout d'avoir tout de suite donné le marché à Mediapro sans garantie, sans rien et sans. Oui, mais Alexandre, aujourd'hui en 2025, quand on refait l'histoire, on se rend compte que ça n'a pas été ça l'élément de rupture entre les deux parties, parce que quand Mediapro, juste Alexandre, je termine si tu veux bien, et tu me réponds après. Quand Mediapro arrive en 2019, c'est un an après, en 2020, que Vincent Labrune arrive. Sa première mission, c'est de se rabibocher avec Canal, ce qu'il n'arrive pas à faire. Et c'est là où le péché impardonnable arrive, c'est quand il y a Mediapro disparaît pour les raisons qu'on connaît. Il faut un nouveau diffuseur. Et là, Vincent Labrune ne fait même pas rentrer Canal dans la négo et prend DAZN à un prix qui était Amazon, prend Amazon à un prix qui était bien en deçà de ce que mettait Canal avant. Donc là, vraiment, c'est une déclaration de guerre ouverte à Canal. Et la raison pour laquelle on a fait venir Labrune rabibocher la LFP et Canal, il met un grand coup d'épée dedans et ça tombe à l'eau. Et c'est à partir de là qu'il y a un point de rupture. Et c'est en effet maintenant, on peut le dire, pour Canal, impossible de négocier avec la LFP tant que Vincent Labrune est là. Oui, en tout cas, Canal fait danser toutes les marionnettes. Là, c'est incroyable parce que tout le monde est prêt à supplier Canal de revenir, bien entendu, interroge les gens, les spectateurs, le public. Tout le monde dit, mais en plus, je reviens sur la qualité, sur l'excellence de leur. C'est sûr qu'en qualité, c'est le top. Petit salut à notre ami Bietri en passant. Voilà, donc là, le gars est le maître du jeu, forcément. C'est sûr. Donc le jour où il décidera. Et le jour où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas, etc. Mais le jour où Labrune sera contraint de démissionner, ils seront là. T'es d'accord avec ça? Oui. Après, est-ce qu'ils pourront être est-ce qu'il va être vraiment contraint de démissionner? Est-ce qu'il démissionnera? Moi, c'est la question que je me pose parce que c'est quand même quelqu'un qui a un ego démesuré et qui, je pense, s'accrochera à son poste au maximum. Mais jusqu'où? Jusqu'à quel... Mais je pense jusqu'à la faillite, parce que le problème, il faut pas oublier un point aussi, c'est que c'est lui le patron de LFP Média en prime. Donc c'est lui qui a la société commerciale à son nom. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils lui ont laissé faire ce genre de bêtises qui lui donnent vraiment la main absolument sur tout, et c'est très compliqué aujourd'hui de le dégager, sachant que lui-même, il est prêt à s'entendre avec tout le monde, mais voilà, pour garder son trône, parce que concrètement, quand John Textor dégomme Nasser El Khelaifi par médias interposés et le dégomme lui en le traitant de toutou, il a quand même appelé Textor pour arrondir les angles et s'entendre avec lui. Donc ça montre bien le personnage que c'est. De toute façon, Labrune ne peut pas dissoudre avant le mois de juin. Ah non, pardon, je me trompe de président. Excusez-moi, pardon. Elle était très bonne. Alors, la LFP avait pour ambition éventuellement de créer sa propre chaîne à 30 € par mois. Est-ce que ce sera la solution de la dernière chance? Et surtout, Alexandre, est-ce qu'elle est viable? Parce que si c'est comme DAZN, à qui il faut 1,5 million d'abonnés, qui sont à 500 000 après avoir baissé les prix, s'il lance une chaîne et que ça fait un flop commercial, est-ce que là, c'est pas vraiment la fin des haricots? Ça dépend, ils parlent de 30 € par mois pour la chaîne complète, mais si jamais ils imaginent des formules à 14 € seulement pour suivre votre club, ou une formule au match, paiement au match, ça peut fonctionner, en sachant qu'ils veulent en plus coupler ça avec la plateforme de Discovery Max qui arrive en France, qui est pas mal du tout. Et en fait, là pour le coup, il y aura une vraie proposition, parce que le problème de DAZN, c'est qu'il n'y avait aucune autre proposition que la Ligue 1. C'était vraiment tout le prix pour la Ligue 1. Là, si la proposition est couplée à 30 € effectivement avec la plateforme Max, il y aura des séries, il y aura des chaînes de sport, il y aura le produit sera forcément de meilleure qualité. Après, le problème, c'est que ça veut dire contracter un emprunt pour, dans un premier temps, payer les clubs et après rembourser cet emprunt. Voilà. Il faut pas oublier aussi que CVC a son mot à dire sur toutes les décisions, parce que CVC, ils ont quand même payé plus d'1 milliard les clubs pour avoir un pourcentage. Donc aujourd'hui, ils sont très intéressés par tout ce qui se passe. Très rapide. CVC en dessous de 500 millions d'euros de contrat, ils prennent 20%. Au-dessus de 500 millions, c'est 13%. Là, pour ce qui est de la LFP, pourquoi moi j'y crois pas à la chaîne de la LFP? Parce que sur leur business plan, ils partent du principe que c'est 30 € avec un catalogue plus le foot, et ils partent du principe qu'il faut qu'il y ait 2 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, est-ce que tu as 2 millions d'abonnés qui sont prêts à payer autant, même si tu as des à côté? Non, quand tu as des études qui sont faites, aujourd'hui les Français fans de foot, ils veulent pas mettre plus de 20 € pour regarder leur équipe. C'est pas ça. Et tous les gens
tous les gens qui sont partis sur le piratage. Oui. Si on leur dit oui, mais vous allez sauver le foot français, je suis pas sûr qu'ils reviennent. Non, mais tu comprends ça y est, ils ont goûté au truc, c'est comme une addiction. Donc clair. Les mecs continueront. Donc les chiffres de faisabilité des contrôleurs de gestion quand ils vont faire le truc, c'est le nombre d'abonnés de DAZN, point final, quoi. Tu vois. Le mot de la fin, on a 40 secondes, Alexandre. Non, je suis d'accord là-dessus. Je pense que cette chaîne, la viabilité, elle est pas immédiate. Sur ce qui était annoncé, sur la plaquette qu'ils avaient présentée l'été dernier, elle est complètement fantaisiste. Maintenant, après, il faut aussi que les clubs se rendent compte et acceptent à un moment donné que leur produit ne vaut plus aujourd'hui ce qu'il a valu à l'époque de Canal+, vaut peut-être 220 millions max, face à un business plan raisonnable à ce moment-là. Et puis là-dessus, le problème, c'est l'ego aussi des clubs qui sont persuadés qu'ils ont une certaine valeur, alors qu'aujourd'hui la Ligue 1 a perdu en valeur parce qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de suspense. Donc forcément. Merci beaucoup Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club. Merci Alexandre, toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci à vous Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénac, Quentin Fredon. On se retrouve nous mardi prochain. Demain, Tonton Maurizio et sa bande, et tout de suite Jacques Pessis, les clés d'une vie avec Patrick Hautecoeur.